Notre MCU se réveille sous la montagne où il cultivait, pour apprendre d'un hologramme laissé par son maître que 2000 ans se sont écoulés et qu'il n'y a plus de magie dans le monde. Yu prend une grande inspiration et suppose que son maître raconte n'importe quoi. Cependant, en évaluant la situation, il remarque que l'énergie spirituelle est bien plus faible qu'à l'époque de sa cultivation. En même temps, Yu était confus car il n'était parti que 2 jours, mais 2000 ans s'étaient écoulés à l'extérieur. Pour confirmer cela, il monte au sommet de la montagne où il voit des types en noir tabasser un jeune homme. Les hommes en noir le repèrent aussi et lui tirent dessus. Il comprend que les hommes en noir n'ont aucune cultivation, alors il décide de les capturer et de les interroger. Yu riposte avec un rayon électrique désinvolte de ses doigts, s'attendant à les étourdir. Au lieu de cela, ils sont tombés morts comme des mouches frappées par un pesticide. Yu est déçu que les gens du futur soient très faibles, car l'attaque qu'il a utilisée n'aurait pas dû tuer des gens de son époque. De plus, il fut surpris que le jeune homme tabassé n'ait pas survécu à l'épreuve, qu'il considérait comme une blessure mineure. Il s'approche du type et voit son téléphone sonner. Par miracle, il décroche le téléphone et entend une femme, Rosé, crier le nom du défunt, qui s'avère être le même que celui de notre MC. Rosé lui dit qu'elle n'épousera jamais quelqu'un d'aussi misérable que lui, mais Yu est surpris que l'appareil puisse transmettre des ondes sur de longues distances. Yu décide alors d'adopter l'identité du défunt, puisqu'ils partagent le même nom. Il enterre le type et promet de combattre ses ennemis. Pendant ce temps, à l'université Eju, Zéoro se plaint à son ami, Kayankian, de devoir épouser Yu. Elle n'arrive pas à croire que sa famille menace de la déshériter si elle n'épouse pas Yu, juste parce que le grand-père de Yu a sauvé le sien. D'autre part, Yu a appris que le défunt qu'il imite était de l'université et il s'y rend en volant pour en savoir plus sur lui. Il passe devant un avion où un enfant le voit, mais quand l'enfant dit à sa mère qu'il y a un homme volant dehors, elle ne la croit évidemment pas et suppose que sa fille a des hallucinations. Soudain, Yu manque d'énergie spirituelle et s'écrase dans un bâtiment avant de tomber au sol comme un super-héros fauché. Il est allongé là quand un enfant avec un chat apparaît. Étonnamment, la jeune fille Yin Yin est gentille et offre de la nourriture à Yu, car il ressemble à un sans-abri. Yu s'assied ensuite avec la fille qui lui offre des encas. Un instant plus tard, la mère de la fille apparaît avec ses gardes du corps. L'un des gardes, Ai, n'a pas perdu de temps pour attaquer Yu, pensant qu'il voulait kidnapper leur petite fille. Cependant, Yu réussit à s'éloigner de lui avant que Yinyan ne clarifie la situation, révélant ce qui s'était passé. La mère de Yinyan et Ai s'excusent auprès de Yu, mais ils ne s'offensent pas, comprenant qu'ils essayaient juste de protéger leur petite fille. Ils s'avèrent être des gens riches et la mère de Yin remercie Yu d'avoir veillé sur sa fille. En guise de remerciement, elle lui donne une enveloppe pleine d'argent. Au moment où Yin et ses parents doivent partir, Yu remarque que Yin souffre d'une étrange maladie. Il sort une pilule et lui dit de la prendre quand elle se sentira mal. Sur ce, la famille prend congé. La mère de Yinyan dit à Ai qu'ils ont rendez-vous avec un étrange docteur miracle, Zhu. C'est concernant la santé de Yinyan et sa mère remarque bientôt la pilule dans la main de son enfant. Elle lui dit de la jeter, mais Yinyan supplie de la garder un peu plus longtemps, la traitant comme un jouet magique. Dans ses pensées, la mère de Yinyan sait que sa fille n'a plus beaucoup de temps à vivre mais espère que Zhu pourra faire quelque chose pour les aider. Soudain, Yinyan s'évanouit dans la voiture et la dame presse Ai d'activer son mode rapide et furieux pour qu'ils arrivent à temps chez le médecin miracle. Ils arrivent bientôt à la résidence de Zhu et la mère de Yinyan se précipite vers lui, portant sa fille dans ses bras, le suppliant de la sauver. Zhu prend Yinyan des bras de sa mère, assurant la dame de ne pas s'inquiéter car soigner les malades est son métier. Zhu examine l'état de Yinyan et un air de déception couvre son visage. Il dit alors à la dame qu'il ne peut rien faire pour aider Yinyan. Il exhorte la mère à se préparer au pire. La mère de Yinyan refuse d'accepter la défaite et tombe à genoux, suppliant le docteur de sauver sa fille. Elle assure au docteur qu'elle est prête à sacrifier sa vie si cela signifie guérir sa fille. Du dit alors à la femme que la seule chose qu'il peut faire est d'apaiser la douleur de Yinyan. Il dit qu'il n'y a qu'une seule façon de restaurer la santé de Yinyan, acquérir la pilule de rajeunissement à 9 tours, une médecine divine d'il y a 2000 ans. Cependant, il n'y a aucun moyen d'obtenir cette pilule car sa formule a été perdue. Soudain, l'odeur de la pilule que Yinyan tient attire l'attention de Zhu. Il se précipite vers Yinyana et prend la pilule. Il examine attentivement la pilule et réalise qu'elle dégage la même aura que la pilule dont il parle. D'autre part, la mère de Yinyan ne comprend pas pourquoi la pilule est toujours avec Yinyan. Elle dit à Zhu que la pilule lui a été donnée par un sans-abri, lui disant qu'elle pourrait l'aider. C'est alors que Zhu lâche la bombe, disant à la femme que la pilule qu'il tient semble être la pilule de rajeunissement à 9 tours. La femme est choquée d'entendre cela, des larmes coulant sur son visage car sa fille reçoit enfin une bouée de sauvetage. Zhu ne perd pas de temps à faire prendre la pilule à Yini. Pendant ce temps, il pense à l'étrange individu qui a donné la pilule à Yini. Il suppose qu'il s'agit d'un être divin descendu pour expérimenter la vie humaine. Il réalise qu'il est impératif qu'il se lie d'amitié avec le type. Zhu dit alors à la mère que sa fille se remettra certainement après un court repos. Une femme remercie Zhu pour son aide mais il lui fait savoir qu'il n'est pas celui qui doit recevoir les éloges. Il dit à la mère de Yinyan que le monsieur qui lui a donné la pilule est celui qui mérite les remerciements. En fait,
Il veut que la femme le présente au jeune homme car il a beaucoup à apprendre de lui. La mère de Yignan révèle alors qu'elle ne connaît pas non plus le jeune homme. Elle réalise qu'elle a failli causer la fin de sa fille quand elle a voulu jeter la pilule. Ai rappelle alors à la femme qu'ils ont rencontré l'homme étrange à l'université et joue. Puisqu'il a encore la vingtaine, il pense qu'il est toujours étudiant. Sans perdre de temps, la femme suggère qu'il retourne vite à l'université. Elle dit à Ai qu'elle doit trouver le jeune homme qui a sauvé sa fille et lui rendre sa gentillesse. Pendant ce temps, Joe a pour but d'aider Yu à garder son identité secrète, car il croit qu'il est un être divin. En un rien de temps, Ai se précipite hors de la pièce et se dirige vers l'université. Pendant ce temps, Yu se promenait dans la rue, savourant un cuisse de poulet comme si c'était le plus grand trésor de la civilisation moderne, quand le téléphone a sonné à nouveau. Il décroche l'appel et entend la voix d'une dame, Joe, lui demandant s'il est arrivé à l'université. Étonnamment, la voix ressemble à celle de la femme de son maître, qui s'appelle Joe aussi. Joe veut qu'il vienne au manoir et Yu l'assure qu'il sera là. Après l'appel, Yu commence à se demander pourquoi tant de coïncidences se produisent. Il se souvient qu'avant de disparaître, son maître lui avait laissé des choses et il espère qu'elles pourront lui apporter les réponses à ses questions. Yu se dirige ensuite vers la villa de la montagne Yunwu, qui est la résidence Jeanne. Pendant ce temps, Zéoro et Kayankian sont à dos de Lama et parlent de Yu. Ruse ne veut pas de Yu dans les parages, mais Kayankian l'exhorte à rencontrer le type d'abord car il pourrait s'avérer être une belle personne. À ce moment, elles entendent une voix à l'entrée du domaine qui demande si Joe est là. Les filles se cachent derrière une fleur et peuvent voir Yu à l'entrée. Comme elles ne l'ont jamais vu, elles se demandent qui est ce beau mec à l'entrée. Cependant, leurs pensées intrusives prennent le dessus et elles supposent que Yu pourrait entrer pour s'amuser avec elles. Kiankian suggère alors d'appeler le roi lion pour s'occuper de Yu. Ruse est inquiète car le soi-disant roi lion est très agressif. Kiankian dit à Ruse que le lion va seulement faire fuir le mec. Sur ce, Ruse appelle le roi lion, pensant qu'il va faire fuir Yu. Le roi lion apparaît derrière les fleurs, l'air effrayant, et fonce vers Yu. Cependant, elle reste bouche bée quand le roi lion, qui s'avère être un matin, tombe devant Yu et commence à jouer avec lui. Au même moment, Joe, qui n'était pas à la maison, arrive. Au moment où Yu voit Joe, il pense qu'elle est la femme de son maître. Il l'appelle ainsi, choquant la dame qui lui demande quel titre Yu lui a donné. Joe sourit et dit à Yu de l'appeler simplement Tante Joe, comme il l'a toujours fait depuis qu'il est enfant. Yu est stupéfait car elle ressemble à la femme de son maître et a même la même voix qu'elle. À ce moment-là, Rose se précipite hors de la maison pour serrer dans ses bras Joe, qui s'avère être sa mère. Elle prétend que Yu vient de s'introduire dans la maison et d'effrayer le roi lion. Joe claque immédiatement Rose sur la tête pour son impolitesse. Elle dit à sa fille que la personne devant elle est le Yu dont elle a tant entendu parler. Rose n'en croit pas ses yeux en réalisant que le beau mec qu'elle admirait derrière les fleurs est Yu. Joe mentionne que Rose suivait toujours Yu partout quand elle était enfant. Joe entre ensuite dans la maison en disant qu'elle a quelque chose à faire, mais elle exhorte Rose à faire visiter les lieux à Yu. Yu essaie d'être gentil en tendant la main à la fille, mais elle le rejette, lui disant qu'elle ne se soucierait pas de lui sans sa mère. Puisque Joe ressemble exactement à la femme de son maître d'il y a 2000 ans, Yu décide de la traiter comme un membre de sa famille. Yu entre dans le domaine et est immédiatement saisi par une sensation sinistre. Il lève les yeux et voit qu'il y a un sortilège sur la maison. Le sortilège est la formation du démon de l'os-in de sang. Yu comprend facilement que le sortilège est là depuis 18 ans, consommant la vitalité des habitants de la maison. Cependant, Yu considère toujours ce sortilège comme minable, car il est très faible comparé à ce qu'une personne d'il y a 2000 ans aurait accompli. Rose remarque bientôt que Yu reste immobile et suppose qu'il est époustouflé par le magnifique domaine. Rose explique ensuite que toute la zone était autrefois le plus grand endroit abandonné de la ville. 18 ans auparavant, son père avait trouvé un maître Feng Shui pour l'aider à modifier les veines de la terre à cet endroit. Peu de temps après, l'économie de la ville a commencé à se développer et toute la zone est devenue un quartier résidentiel pour les riches. Yu demande alors à Rose si le maître Feng Shui est puissant. Rose dit qu'elle n'est pas croyante mais que ce maître est assez célèbre dans le monde métaphysique national. Apparemment, son grand-père est aussi tombé malade il y a quelque temps et c'est le maître Feng Shui qui l'a sauvé. Après avoir entendu cela, Yu réalise que tout est un peu suspect. C'est le maître Feng Shui qui a modifié la veine terrestre et, en même temps, c'est lui qui a sauvé le grand-père de la mort. Yu comprend que le maître Feng Shui doit être impliqué d'une manière ou d'une autre et il décide qu'il devra le surveiller. Rose continue de faire visiter les lieux à Yu et, à ce moment-là, l'un des gardes arrive en courant. Il s'adresse à Yu en tant que jeune maître mais Rose l'interrompt rapidement, disant au garde d'appeler Yu par son nom. Le garde l'informe ensuite que le déjeuner est prêt et que Joe l'attend. La simple mention de nourriture illumine le visage de Yu comme celui d'un enfant à qui on a promis une glace gratuite. Après le déjeuner, Ziru se plaint de nouveau à son ami. Elle dit à Kiankian que Yu était très gentil avec sa mère pendant qu'elle mangeait, ce qui est très étrange. Elle pense que Yu a des arrière-pensées qu'il manigance. Kiankian conseille alors à Rose de rester sur le campus universitaire et de ne pas rentrer chez elle pour éviter tout le problème. Elle ajoute même que Rose peut rejoindre le projet du professeur Wang pour s'assurer d'avoir une excuse pour rester à l'école.
Rousey considère cela comme un bon conseil et prévoit de rester à l'école pendant 6 mois sans rentrer à la maison. Elle prévoit même de donner un mois de vacances aux domestiques pour s'assurer que Yu soit la seule personne laissée au domaine. Qian en rit de bon cœur car elle considère cela comme un coup très mesquin de la part de Rousey. Ailleurs, Yu donne une des pilules à Jo, lui disant qu'elle a des bienfaits pour la santé qui profiteront au patriarche, Jang. Jo prend la pilule et remercie Yu d'avoir un cœur si bon. Peu de temps après, Jo s'en va. Yu est heureux que Jo l'aide car il a maintenant une identité légale. Yu prévoit de se reposer pour la journée et d'aller à l'université pour en apprendre davantage. Au moment où Jo quitte le domaine en voiture, Yu ressent une intention meurtrière dans l'air. Il s'avère que les subordonnés des hommes en noir qu'il a accidentellement éliminés à la montagne l'ont localisé et prévoit de l'éliminer. Yu fonce dans les bois et les assaillants le suivent. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se retrouvent encerclés par les méchants qui sont impatients de venger leurs camarades tombés au combat. Le chef de l'unité dit à Yu qu'il est très courageux d'avoir éliminé son unité. Il donne ensuite 2 choix à Yu. Il lui dit soit de s'agenouiller et de se tuer. Il est sur le point de mentionner la deuxième option lorsqu'Yu disparaît sous leurs yeux. Cela les choque et l'un des méchants mentionne qu'il se passe quelque chose d'étrange. Le chef admet aussi que le mec est plutôt doué, c'est comme ça qu'il a pu éliminer ses hommes à la montagne. Le chef ordonne à ses hommes de se disperser et de s'assurer de trouver Yu. Le chef est excité par la poursuite mais en même temps, il est inquiet du fait que Yu a soudainement disparu. Il sait qu'apprendre la technique de Yu élèvera son statut. Il sort une étrange boussole qu'il considère comme son arme secrète. Il est confiant qu'avec la boussole il peut trouver Yu. Il lit la boussole et à sa surprise, elle pointe directement vers lui. La peur le saisit lorsque Yu apparaît soudainement derrière lui. Il le frappe si fort qu'il s'évanouit. Quand il se réveille, il se voit, lui et le reste de sa bande, ligotés. Yu leur demande pourquoi il le chasse. Le chef de l'unité admet que la compétence de Yu est intéressante, mais en même temps il est inquiet pour leur chef supérieur. Il voit son chef comme le mal ultime et plutôt que de l'affronter, il choisit la mort. À ce moment-là, le chef de l'unité et le reste de l'équipe mordent dans une pilule de poison qu'ils avaient dans la bouche. Yu est surpris que les assassins préfèrent se suicider plutôt que de se soumettre à son interrogatoire. Yu se demande quel genre de personne l'ancien habitant de ce corps a pu énerver pour qu'une escouade de la mort soit envoyée à ses trousses. Yu comprend qu'il doit s'entraîner plus dur car le grand patron n'est pas un individu ordinaire. Cependant, Yu décide que se rendre à l'université de Heju est prioritaire car il a besoin d'en apprendre davantage. Il invoque une flamme bleue qui consume les corps sans laisser de traces. Pendant ce temps, le grand patron apprend qu'il n'y a aucune nouvelle de l'escouade de la mort envoyée après Yu. Il est surpris lorsqu'il réalise qu'ils sont tous morts. D'après les informations recueillies par les drones, ils ont compris qu'il y avait eu une petite lutte avant que leurs signes vitaux ne disparaissent subitement. Le grand patron est furieux et déchaîne une aura terrifiante qui enveloppe la pièce avant de dire à ses subordonnés d'envoyer quelqu'un de compétent pour aller après Yu. Plus tard, Yu assiste à un défilé militaire et c'est là qu'il réalise qu'il a encore un long chemin à parcourir. Les types de machines et d'armes qu'il a vus au défilé étaient si terrifiants qu'il a compris qu'il devait faire profil bas pour éviter les ennuis. Alors qu'il marche dans la rue, il passe devant un homme qui est soudainement victime d'une crise cardiaque. Pendant que les autres fixent l'homme, Yu se précipite pour l'aider. Yu ne peut pas croire que les humains soient devenus si froids qu'ils ne se soucient même pas si quelqu'un est en train de mourir à côté d'eux. Comme son maître lui a toujours dit de ne pas ignorer l'injustice, Yu décide d'aider l'homme. Il lui donne une des pilules et l'aide à s'asseoir contre le mur. Yu fait savoir au gars inconscient qu'il a de la chance de l'avoir rencontré. Il se lève pour partir et incite le gars à être une bonne personne. Un instant plus tard, le subordonné de l'homme apparaît, le réveillant de son état d'inconscience. Il lui demande comment il se sent. L'homme est surpris d'être complètement rétabli, même s'il a clairement subi une attaque. C'est alors qu'il se souvient qu'alors qu'il était étourdi, un jeune homme lui a donné une pilule. Il réalise qu'il s'est réveillé en se sentant comme neuf. L'homme dit à son subordonné qu'il ne connaît pas l'identité de la personne qu'il a aidé, mais qu'ils doivent le trouver et lui rendre l'appareil. Il dit à ses subordonnés d'envoyer des gens pour retrouver son bienfaiteur. Rousey et son ami sont en classe à parler de leur liberté quand le professeur dit à tout le monde de se taire afin d'accueillir leurs nouveaux camarades de classe. Yu entre dans la pièce mais a changé d'apparence pour paraître différent. Rousey et son ami ont immédiatement le béguin pour lui. Cependant, Qian soupçonne que le gars a l'air étrangement familier. Elles soupçonnent toutes les deux que c'est Yu mais elle rejette l'idée car Yu connaît à peine les environs et il n'y a aucun moyen qu'il puisse trouver l'école. Le professeur exhorte alors Yu à se présenter à la classe. Yu décide alors de donner un faux nom pour rester discret. Qian et Rousey commencent à faire des plans pour choper le gars. Après la brève présentation, le professeur cherche où il peut s'asseoir. Sans la moindre honte, Qian se lève pour dire au professeur que Yu peut s'asseoir avec elle. Le professeur demande son avis à Xiaoru et elle lui fait savoir qu'elle aimerait que Yu s'assoie à côté d'elle. Réalisant que la situation se complique, Yu décide de choisir sa propre place. C'est alors que Yu passe devant Rousey et s'approche d'une cool fille aux cheveux bleus, Woding. Il lui demande s'il peut s'asseoir avec elle et elle n'hésite pas à accepter l'offre. Pendant ce temps, Jia Shang, le coup de cœur de Rousey, et sa bande de copains du fond de la classe, remarquent que Rousey aime Yu.
Jia Shang décide qu'il devra prévenir Yu de se tenir à l'écart de sa copine après les cours. Comme prévu, les gars s'en prennent à Yu une fois leur cours terminé. Jia Shang pousse Yu contre le mur en lui disant de rester loin de Rosé. Yu aurait pu facilement les maîtriser mais il ne veut pas d'ennui pour son premier jour d'école. Il dit à Jia Shang qu'il va rester loin de Rosé. Yu s'éloigne en l'assurant qu'il veillera à ne pas rester près de Rosé. Jia Shang est surpris que Yu ait accepté l'accord si facilement et le considère comme quelqu'un d'intelligent. En s'éloignant, Yu décide de donner une leçon à Jia Shang pour son arrogance. Il utilise alors un peu de son pouvoir pour invoquer une flamme et la projette dans les cheveux de Jia Shang en s'éloignant. Jia Shang et ses gars sont occupés à se vanter quand ils remarquent soudain que ses cheveux sont en feu. La prochaine chose que Yu entend est le cri de Jia Shang résonnant dans le bâtiment, suppliant quelqu'un d'éteindre le feu. Yu est content qu'un peu de son pouvoir ait suffi. Yu décide ensuite de visiter la bibliothèque où il pourra en apprendre davantage sur les choses de l'ère actuelle. Étonnamment, Qianqian et Rosé empruntent également le même chemin. Elles discutent de ce qui s'est passé en classe quand elles aperçoivent le diable en personne marcher vers elles. Qianqian suppose immédiatement que Yu la cherche. Juste au moment où il est sur le point de les atteindre, un oiseau passe devant eux et laisse tomber ses fientes sur la chaussure de Yu. Cela pousse Yu à se pencher pour vérifier le liquide dégoûtant sur sa chaussure. La pose qu'il adopte en se penchant choque les filles, qui supposent que Yu est sur le point de faire sa demande en mariage. Qianqian sourit en disant à Rosé que le gars est sur le point de lui faire sa demande. Rosé aussi comprend mal la situation et s'enfuit en affirmant qu'elle n'est pas encore prête à sortir avec quelqu'un car elle est encore très jeune. Yu n'en revient pas en voyant cela car il n'a même pas de fleurs avec lui et ne sait pas pourquoi elle supposerait une telle chose. Pendant ce temps, Jia Shang est au loin et il a vu tout ce qui s'est passé. Lui aussi interprète mal la situation, croyant que Yu s'en prenait à sa copine. À cause des flammes qui ont brûlé ses cheveux et ses vêtements, Jia Shang est devenu une version Otemu de cet amas. Jia Shang est furieux et promet d'anéantir Yu. Puisque Yu est entré dans la bibliothèque et qu'il y a de la surveillance, Jia Shang décide d'attendre qu'il sorte avant d'agir. En préparation, il commence à aiguiser son couteau comme un boucher. Il prévoit de retirer les œufs à Yu pour qu'il arrête de courir après sa belle. Dans la bibliothèque, Yu se dirige vers une section où la plupart des gens ne prennent pas de livres. C'est une section où il peut trouver des méthodes de cultivation. Certains étudiants le voient prendre un manuel d'opinion et se moquent de lui. C'est alors que Yu remarque qu'il y a une certaine pièce dans la bibliothèque qui empêche le personnel non autorisé d'entrer. Apparemment, la pièce contient des documents anciens. Yu soupçonne que des méthodes de cultivation sont stockées dans la pièce à cause des anciennes écritures sur la porte. Yu ne peut pas résister à l'envie et il entre dans la pièce. Les étudiants sont choqués de voir cela et quand le professeur Wang entre dans la pièce, il leur rappelle qu'ils sont dans une bibliothèque, pas un endroit où ils peuvent discuter. Apparemment, le professeur vient vérifier quelque chose dans la salle ancienne. Il est surpris de voir que la porte de la pièce est ouverte. Le gardien s'excuse en disant qu'il est allé aux toilettes et que quelqu'un est probablement entré pendant son absence. Le gardien se précipite dans la pièce et trouve Yu en train de feuilleter les livres. Le garde crie sur Yu, lui disant qu'il n'a pas le droit d'entrer. Yu dit soudainement au garde qu'il veut juste étudier et il est surpris qu'on ne le lui permette pas. Le garde se moque de Yu, lui demandant s'il est qualifié pour lire des textes anciens. Wang entre aussi dans la pièce, disant à Yu que les textes anciens sont des documents précieux. Il exhorte Yu à poser les livres. Au moment où le garde s'apprête à le jeter dehors, Wang réalise que Yu lui semble étrangement familier. Apparemment, Wang est l'homme qui a été agressé dans la rue et sauvé par Yu. Wang reconnaît immédiatement Yu comme le bienfaiteur qu'il cherchait. Le garde parle encore de punir Yu quand Wang lui dit de s'excuser car Yu est son sauveur. Le garde est incrédule en entendant ça et réalise qu'il a peut-être gâché ses chances car il essaie de se rapprocher de Wang. À ce moment-là, les autres étudiants entrent dans la pièce et disent à Wang que Yu n'est pas quelqu'un de spécial car il ne peut même pas lire les textes anciens. Ils disent à Wang que Yu mérite aussi d'être puni. À ce stade, Yu réalise qu'il s'est mis les étudiants à dos et il compte résoudre ça assez vite. À ce moment-là, Yu commence à lire le livre qu'il tient, lequel est détaillé en textes anciens. Wang est choqué de voir ça et réalise que Yu a tout bon, exactement comme ses recherches. En fait, il déchiffre le texte qu'il n'arrivait pas à comprendre depuis longtemps. Les étudiants sont aussi choqués de voir ça et confirment, d'après la réaction de Wang, que Yu dit la vérité. Wang est tellement impressionné qu'il prévoit de s'incliner devant Yu. Yu voit ça et croit que Wang souffre d'une maladie. Il fixe Wang et c'est là qu'il le reconnaît comme le gars qu'il a sauvé dans la rue. Yu ne sait pas que Wang essaie de lui rendre hommage et suppose qu'il essaie juste de le tromper pour obtenir plus de pilules. Yu sort alors en courant de la pièce, affirmant qu'il a quelque chose d'important à faire. Wang est surpris de voir Yu courir et en conclut que son sauveur disparaît toujours comme le vent. Wang demande alors au garde quel livre Yu a emprunté. Wang est stupéfait quand il voit que c'est un manuel d'opinion. Il suppose que Yu est un érudit et décide d'étudier le livre aussi. Pendant ce temps, Jia Sheng et sa bande attendent toujours Yu devant la bibliothèque. Au moment où Yu sort du bâtiment, il comprend que deux groupes le poursuivent. Puisque c'est le cas, il décide de s'amuser avec eux. Yu se dirige vers la villa Yanwo et une fois arrivé, il dit à ceux qui le suivent de se montrer. Jia Sheng et ses hommes sont choqués d'apprendre qu'ils ont été découverts.
Réalisant qu'il n'y a plus de raison de se cacher, la bande sort de sa cachette. Soudain, un autre groupe d'assassins entraînés apparaît par derrière et assomme Jiasheng et ses hommes. Yu se demande d'où viennent les assassins puisqu'ils le suivent depuis qu'il a quitté l'académie. À ce moment-là, les assassins disent à Yu de leur donner ce qu'il a sur lui. Yu est vraiment confus car il ne sait pas de quoi il parle. Les assassins ne le croient pas et s'en prennent à Yu pour le battre jusqu'à ce qu'il révèle les informations qu'ils veulent. Avant qu'ils ne puissent l'attaquer, Yu bondit en l'air et se prépare à leur donner une bonne leçon, puisqu'ils sont venus sur son territoire. Yu court vers le bâtiment principal et à ce moment-là, le sortilège sur la maison s'active et des chaînes spirituelles émergent pour saisir les assassins. Les assassins réalisent qu'ils sont sur le point d'être écrasés et commencent à supplier Yu de les épargner. Comme Yu voulait briser le sort, il attend qu'il s'occupe des assassins avant de lancer une décharge magique sur le cœur du sort pour le détruire. Le maître Feng Shui qui a lancé le sort sent soudain le sort se briser, ce qui l'affecte et le fait cracher du sang. Feng appelle immédiatement son disciple, Allons, lui disant de se rendre à la villa pour voir ce qui s'est passé. Plus tard, le grand méchant chef des assassins est témoin de ce que Yu a fait et réalise qu'il devra demander une équipe spéciale pour éliminer Yu. Il est déterminé à éliminer Yu, peu importe sa force apparente. Cette nuit-là, Yu marche dans la rue quand un petit gars louche lui rentre dedans. Le gars tombe par terre et fixe Yu comme un bébé pleurnichard. Soudain, l'étrange petit gars trapu que vous avez vu plus tôt s'est relevé et a sprinté devant lui comme Usain Bolt, s'il avait de l'asthme. Yu sent que quelque chose ne va pas et c'est là qu'il réalise que son portefeuille a disparu. Il crie mais le petit gars trapu est déjà parti. Le pickpocket s'échappe dans une ruelle pour vérifier le portefeuille mais il est déçu en réalisant qu'il est vide. Peu après, Yu se dirige vers le dortoir universitaire. Il frappe à sa chambre et son colocataire ouvre la porte. Au moment où la porte s'ouvre, il s'avère que c'est le petit perdant trapu qui lui a volé son portefeuille. Le voleur a aussi reconnu Yu et la situation est devenue immédiatement très gênante. Yu décide de ne pas aborder la situation. Il dit juste au gars qu'il est son colocataire. Xuan décide aussi de ne pas laisser transparaître qu'il connaît Yu. Il décide de bien traiter Yu en guise de compensation pour la chose honteuse qu'il a faite. Il accueille Yu dans la chambre et quand il entre, Yu scanne la pièce pour voir comment est construit un dortoir du 21e siècle. Toujours en essayant d'être sympa, Ziwen demande à Yu s'il serait intéressé par le dîner. Yu accepte l'offre et Ziwen l'emmène dans un restaurant en plein air où ils peuvent manger et apprendre à mieux se connaître. À ce moment-là, le serveur arrive pour leur dire que leur viande grillée est prête. Étonnamment, le serveur s'avère être la camarade de classe de Yu, Wooding. Les deux sont choqués de se voir et Wooding révèle qu'elle travaille dans l'établissement à temps partiel. Soudain, un client impoli claque sa main sur la table, se plaignant que sa commande prend trop de temps. Wooding s'excuse du retard, assurant au gars que la commande sera bientôt prête. Le gars agaçant soutient alors qu'il veut une compensation pour sa commande en retard. Puisque Wooding est jolie, il lui suggère de l'accompagner dans une chambre d'hôtel pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Wooding dit poliment au gars de ne pas prendre une décision aussi extrême. Le gars se lève de sa place et prétend que Wooding l'embarrasse. Il essaie de faire son chef en mentionnant son nom, Zhang Yu. Il affirme qu'il est un grand nom dans le coin et juste au moment où il s'apprête à mettre la main sur Wooding, Yu intervient pour l'arrêter. Ça énerve Zhang Yu et il réprimande Yu de se mêler de ses affaires. Il conseille à Yu de partir avant de se blesser gravement. Même Xuan a peur en entendant ça et suggère d'appeler la police. Cependant, Yu mentionne que Wooding est sa camarade de classe et qu'il ne peut pas rester les bras croisés à la regarder se faire dépouiller de son honneur. Zhenyu ordonne alors à ses hommes de s'en prendre à Yu. Alors qu'il se précipite vers lui, Zhenyu sort son téléphone pour appeler la police. Yu reste imperturbable tandis que les gars se précipitent vers lui. Avec facilité, il les neutralise tous, choquant Zhenyu et Wooding. Wooding n'arrive pas à croire que Yu connaisse les arts martiaux. La sueur coule sur le visage de Zhang Yu qui n'arrive pas à croire ce qui se passe sous ses yeux. Zhang Yu essaie de faire l'homme cool en sortant un couteau, disant à Yu qu'il n'a pas peur. Il charge Yu avec son couteau, mais Yu lui prend facilement l'arme. En un rien de temps, Zhang Yu est à genoux, implorant le pardon. Wooding remercie Yu pour son aide, car sans lui, les choses auraient vraiment mal tourné. Ziwen félicite aussi Yu d'être un gars si cool. Yu essaie d'être modeste en leur disant qu'il n'a fait que ce qu'un camarade de classe normal ferait. Wooding demande alors à Yu s'il accepterait de la raccompagner chez elle car elle est encore effrayée par toute cette histoire. Yu accepte et lui tient la main pour la raccompagner. Sur le chemin de chez elle, il demande à Wooding pourquoi elle travaille si tard le soir. Wooding révèle alors que sa mère est très malade et que les factures médicales sont élevées. Elle décide de travailler à temps partiel tout en étudiant pour aider à subvenir aux besoins. Yu réalise que la situation de la jeune fille est pitoyable et il se dit qu'il devra l'aider à l'avenir. Wooding remarque que Yu est pensif et lui demande si quelque chose ne va pas, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils arrivent bientôt à la maison et Wooding dit à Yu qu'il peut rentrer. Yu suggère qu'elle entre dans l'appartement avant qu'il ne parte. Juste à ce moment, Yu remarque que la présence d'énergie spirituelle dans la zone est très concentrée. Il décide de rester dans les parages et d'enquêter. Soudain, un mot avec le propriétaire louche l'écrit dessus tombe devant lui. Cela révèle à Yu quelque chose qu'il avait manqué. Le lendemain,
Yu est aux toilettes quand Jiasheng et ses hommes apparaissent pour finir ce qu'ils ont commencé l'autre jour. Ils courent vers lui et le couvrent d'un sac tandis qu'ils sortent une batte de baseball pour le frapper. Cependant, la situation s'inverse rapidement et Jiasheng et ses hommes se font battre à la place. Les trois sont totalement défigurés et Jiasheng supplie d'être pardonné. Yu leur fait savoir qu'ils devront faire mieux pour obtenir son pardon. Jishan demande alors ce que Yu veut d'eux. Yu ne perd pas de temps à révéler qu'il veut de l'argent. Jishan suggère de lui payer 1000 yuan, mais il reçoit une gifle. Yu lui fait savoir que l'argent est trop peu pour lui et il le frappe même à la tête. Jishuang supplie rapidement d'être épargné avant que Yu ne transforme sa tête en tambour. Yu suggère d'abord qu'il veut 10 000, mais quand Jishang se plaint, il finit par lui prendre 100 000. Yu est content de l'argent, car c'est suffisant pour louer une maison. Jishang et ses hommes s'inclinent devant Yu, lui souhaitant une bonne journée. Après le départ de Yu, un des hommes de Jishang lui demande s'ils vont rester là à laisser Yu s'en tirer après les avoir battus. Jishan suggère qu'ils fassent profil bas tout en cachant aux gens ce qui leur est arrivé. Jishan dit alors à ses hommes que le plus important est de visiter l'infirmerie et ensuite, ils pourront trouver un moyen de s'occuper de Yu. En classe, Yu demande à Wuding si sa famille cherche un locataire et elle répond oui. Cependant, elle est surprise de savoir comment Yu le sait. Yu révèle qu'il a vu l'affiche quand il l'a raccompagné l'autre jour. À cause de cela, Yu prévoit de louer un logement dans leur appartement. Yu assure à Wuding qu'il a déjà le loyer sur lui. La professeure remarque que Yu ne se concentre pas en classe et lui jette la craie. La craie le frappe à la tête et Yu en profite pour dire à la professeure que sa santé se détériore. Il lui suggère de prendre des médicaments pour réguler son yin et son yang déséquilibré. La professeure le prend mal et dit avec colère à Yu de sortir de la classe. Comme Yu n'est même pas intéressé par la classe, il se lève pour aller à la bibliothèque. Avant de partir, il dit à Wuding de lui laisser la chambre. Après le départ de Yu, la professeure continue le cours mais reçoit un appel du professeur Wang. La professeure est choquée quand elle réalise qu'elle reçoit un appel d'un universitaire si influent. Elle demande au professeur ce qu'elle peut faire pour lui et il dit à la professeure de dire à Yu de le rencontrer pour qu'il puisse rejoindre son équipe de projet d'Aquin. La professeure raccroche, lui assurant qu'elle transmettra le message à Yu. La professeure se tourne vers la classe, leur demandant qui est Yu. Udine lève la main en lui disant qu'elle vient de renvoyer Yu de la classe. La professeure est stupéfaite d'entendre cela et elle se précipite immédiatement hors de la classe, sachant l'influence de Wang. Elle se précipite à la bibliothèque où elle trouve Yu en train de lire. Yu est surpris de voir la professeure à la bibliothèque alors qu'elle est censée être en classe. La professeure s'excuse auprès de Yu pour la façon dont elle lui a parlé en classe. Yu est encore plus confus quant à la raison de ses excuses. La professeure révèle alors qu'il a été invité à rejoindre le projet du professeur Wang. Elle comprend que Yu est une pointure pour avoir été invité à rejoindre le projet. Cependant, Yu fait savoir à la professeure qu'il n'a aucune idée de qui est le professeur Wang. La professeure lui fait savoir qu'il saura qui est le professeur quand il le rencontrera. Elle lui dit que le professeur l'attend au musée d'histoire à l'Est. Après avoir eu les informations, Yu continue le livre qu'il lit, choquant encore plus la professeure. Elle demande à Yu s'il n'est pas pressé de rencontrer le professeur et Yu répond calmement qu'il doit finir le livre qu'il lit avant d'aller au musée. Plus tard ce jour-là, les hommes de Jisheng lui demandent ce qu'il compte faire de Yu. Jisheng révèle alors qu'il connaît le gangster qui contrôle la rue, et par là il entend Zhang Yu. Il prévoit d'appeler Zhang Yu pour l'aider à s'occuper de Yu. Juste à ce moment-là, Yu passe devant l'infirmerie et Jiasheng sourit, croyant que c'est le bon moment pour le paralyser. Il appelle rapidement Zhang Yu en lui disant qu'il a besoin de son aide pour s'occuper de quelqu'un. Étant le dur à cuire qu'il est, Zhang Yu se rend immédiatement à l'université à moto. Yu s'occupe de ses affaires quand Jiasheng apparaît derrière lui disant qu'il est sur le point de se venger des 100 000 qu'il lui a volés. Yu sourit en fixant Jiasheng, lui demandant s'il aimerait se faire frapper encore une fois. Jiasheng croit que Yu l'a battu par chance du débutant, mais il a déjà quelqu'un qui vient s'occuper de lui. Un instant plus tard, Zhang Yu arrive sur les lieux, demandant à Jiasheng de lui indiquer la direction de Yu. Jiasheng désigne Yu et Zhang Yu manque de faire pipi dans son pantalon quand il réalise que c'est la même personne qu'il a presque battu il y a quelques jours. Yu se retourne, demandant à Zhang Yu s'il est celui qui a été envoyé pour s'occuper de lui. La peur s'empare de Zhang Yu et quand Jiasheng ne veut pas se taire, Zhang Yu le gifle en lui disant de s'éloigner de lui. Jiasheng est incrédule quand Zhang Yu s'incline devant Yu, s'excusant d'avoir été trompé par Jiasheng. Zhang Yu dit alors à Jiasheng de se mettre à genoux pour supplier Yu. Cela choque Yu, qui commence à se demander s'il est un boss caché, c'est pourquoi Zhang Yu a peur de lui. Yu marche vers Jiasheng qui tombe rapidement à genoux, implorant de nouveau le pardon. Yu est forcé de demander à Jiasheng s'il est fatigué de vivre, puisqu'il revient sans cesse juste pour se faire tabasser comme un tambour. Tout ce que Jiasheng peut faire est de supplier pardon, et Yu lui demande combien il est prêt à payer pour les dégâts causés à sa santé mentale. Jiasheng éclate en larmes quand il réalise qu'il doit encore payer pour les dégâts. Quand Yu a levé la main pour le gifler, Jiasheng a paniqué et a sorti sa carte bancaire, offrant 10 000 yuan comme un homme payant une rançon pour sa propre dignité. Les yeux de Yu se sont illuminés alors qu'il attrapait la carte, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie.
Il a même encouragé Jia Shang à continuer de l'attaquer. Jia Shang refuse, jurant qu'il ne reviendrait pas car, honnêtement, son compte bancaire ne survivrait pas à une autre raclée. Soudain, Yu a le sentiment que quelqu'un a trafiqué le piège qu'il avait laissé à la villa. Sans hésiter, il s'élance dans les airs et vole vers la villa. Pendant ce temps, un assassin traque Yu et dès qu'il réalise qu'il est en mouvement, il le suit. Yu arrive à la villa et découvre qu'il y a toujours une faible aura meurtrière qui plane dans les environs. C'est alors qu'il remarque qu'il y a des types dans la maison. Il descend pour leur parler et il s'avère que ce sont les disciples du Feng Shui, Elon et ses subordonnés. Elon tient une épée à la main pour paraître plus effrayant et il réprimande Yu d'avoir détruit la formation que son maître avait laissée dans la maison. Yu essaie de faire l'idiot, mais cela ne fait qu'énerver Elon. Elon pointe son épée sur Yu, mais cela lui vaut un coup de poing au visage. Yu le jette à terre et lui prend l'épée. Yu n'a pas l'air effrayé alors qu'il se tient entre les disciples en colère. Yu aurait pu facilement les éliminer, mais il s'est plutôt envolé. En s'envolant, il les provoque pour les rendre encore plus furieux. Alon ordonne alors à ses hommes de poursuivre Yu. Sans perdre de temps, la bande poursuit Yu. Yu sait qu'un autre groupe le cible, mais ils hésitent à agir car ils ne sont pas du même côté. Comme les assassins se cachent dans les bois, Yu décide d'aller vers eux. Le chef des assassins a de nouveau l'étrange boussole à la main et cette fois, il croit qu'ils vont certainement attraper Yu. Yu atterrit dans les bois et attire l'attention des assassins. Les deux groupes se rencontrent bientôt. Les deux groupes croient bêtement qu'ils sont les renforts l'un de l'autre pour Yu. Les assassins pensent que les disciples travaillent pour Yu et vice-versa. Une fois que Yu réalise qu'il a réussi à monter les deux groupes l'un contre l'autre, il les laisse se battre à leur guise. Les deux s'attaquent sans tenue pendant que Yu est assis au loin, savourant une pomme. Il s'est moqué de leur stupidité entre chaque bouchée, riant en les voyant réduire leurs effectifs mutuellement. Finalement, seuls les chefs des deux groupes restent après s'être éliminés mutuellement. Yu retourne finalement sur les lieux pour les aider tous les deux. Dès qu'Alon et l'assassin aperçoivent Yu, ils commencent tous les deux à l'injurier. Il devient vite évident qu'ils ont tous les deux été envoyés pour le tuer. Vient ensuite le silence gênant quand ils réalisent qu'ils ont été dupés et se sont battus l'un contre l'autre plus tôt. Alon se sent idiot tandis que l'assassin a l'air de venir de découvrir que sa petite amie sort aussi avec son père. Yu, bien sûr, se moque d'eux, soulignant avec désinvolture que ce n'est pas sa faute s'ils sont stupides, car c'est juste leur talent naturel. Yu réussit à provoquer l'assassin pour qu'il attaque en premier. Il essaie de lui briser la tête avec une boussole, mais Yu esquive facilement le coup. Yu lui fait savoir qu'il est un assassin incompétent, ce qui rend l'insulte plus cuisante que l'esquive. Une fois l'assassin a découvert, Yu le frappe si fort qu'il est envoyé voler au loin. Alon est stupéfait en voyant le puissant jeu de jambes de Yu. L'assassin se remet enfin sur pied et il admet que Yu est assez fort, c'est pourquoi il a pu éliminer leurs hommes. Yu les provoque ensuite en leur disant qu'il veut qu'ils l'attaquent en même temps car il déteste les pertes de temps. Alon est furieux que Yu soit si arrogant avec lui et il sort sa hache pour attaquer Yu. Il frappe le sol, libérant une aura puissante qui se dirige vers Yu. Avant que l'attaque n'atteigne Yu, il a changé de position. Alon ne réalise que trop tard que Yu est à côté de lui. D'un simple mouvement de doigt, Yu frappe Alon à la tête et lui rompt le cerveau. Alon s'effondre, inanimé, laissant l'assassin remettre en question tout ce qu'il sait. Yu se tourne alors vers lui disant qu'il est temps pour lui de profiter de ce qu'Alon vient de faire. L'assassin réalise à quel point il est dangereux d'être près de Yu et il essaie de s'enfuir en agissant comme s'il lui rendait service. Cependant, Yu lui bloque le passage avant qu'il ne puisse partir. Avant que l'assassin ne puisse réagir, Yu lui enfonce une épée. L'assassin tombe à terre, mort, et Yu lui dit de s'entraîner davantage dans sa prochaine vie. Yu quitte les lieux, tout le monde est mort, et il retourne à l'université comme si c'était un jour normal. Au bureau du projet d'Aquin, la chef d'équipe, Q, se demande quel genre de personne va rejoindre l'équipe. Rousey est la première à entrer dans la pièce pour saluer Q. Q dit à Rousey et au reste de l'équipe de se préparer car ils vont accueillir un nouveau membre dans l'équipe. Un instant plus tard, Yu entre dans la pièce, se présentant comme le nouveau venu. Rousey est surprise de le voir dans la pièce. Q s'approche pour souhaiter la bienvenue à Yu dans l'équipe. Q est déjà troublé rien qu'en regardant Yu et elle admet qu'il est si beau. Un autre gars de l'équipe, Shen, qui a le béguin pour Q, remarque que Q est sous le charme de Yu et cela ne lui plaît pas. Le gars décide de donner une leçon à Yu. Pendant que Yu et Q parlent, Yu lui demande où est le professeur Wang, et elle révèle que le professeur assiste actuellement à une réunion importante, c'est pourquoi il ne pourra pas venir au bureau aujourd'hui. C'est alors que Shen met son plan à exécution et il glisse une perle dans la poche de Yu. Il prévoit de l'utiliser pour discréditer Yu plus tard, mais Yu remarque rapidement qu'il a un objet étrange sur lui. Soudain, Shen hurle de toutes ses forces, disant aux agents de sécurité d'entrer dans la pièce car quelqu'un vient de voler quelque chose. Les agents de sécurité entrent et lui demandent qui a volé. Il ne perd pas de temps et pointe Yu du doigt. Yu comprend enfin que le type a en fait jeté l'objet dans sa poche pour le piéger. Q commence déjà à se méfier de Yu alors qu'elle l'interroge, lui demandant ce qu'il a volé. Yu répond qu'il n'a rien volé, mais le type agaçant insiste sur le fait qu'il l'a vu prendre la perle dessus Yu. Yu n'est pas prêt à discuter et il prie les gardes de le fouiller. Les gardes s'exécutent mais ne trouvent rien sur lui.
Le type est choqué et Yu retourne la situation, disant au garde que c'est Shen qui a volé la perle et qu'il a juste essayé de l'accuser pour couvrir son crime. Shen se défend, disant à Yu de ne pas le calomnier. Il dit qu'il est un cadre de l'équipe de projet et que ça n'aurait pas de sens qu'il vole quoi que ce soit. Yu l'incite à se calmer et à se laisser fouiller s'il est vraiment innocent. Le type accepte alors d'être fouillé puisqu'il n'a rien à cacher. L'équipe de sécurité s'exécute, laissant le type se demander pourquoi ils n'ont pas trouvé la perle sur Yu, puisqu'il l'avait clairement glissée dans sa poche. Il est en pleine réflexion quand l'agent de sécurité sort la perle de sa poche, le choquant. Yu n'en croit pas ses yeux quand la perle est retirée de la poche de Shen. Shen n'a aucun moyen de se défendre car il avait clairement jeté la perle dans les vêtements de Yu. Yu rit de Shen pour avoir essayé de s'opposer à lui à son niveau actuel. Apparemment, dès que Yu a remarqué qu'il y avait un objet étrange dans sa poche, il l'a retiré et l'a jeté dans celle de Shen. Sans hésiter, Q fait savoir à Shen qu'il est viré. Alors qu'il est traîné par les agents de sécurité, il supplie Q de lui donner une autre chance. Yu lui fait comprendre qu'il récoltera toujours ce qu'il a semé. Q s'excuse alors auprès de Yu, lui disant qu'il n'aurait pas dû subir ça dès son premier jour. Yu sourit en assurant à Q qu'il n'y a aucun problème tant que la vérité a été découverte. Plus tard cette nuit-là, l'équipe est sortie pour s'amuser. Yu les emmène au restaurant en plein air où travaille Wedding. Q est le premier à lui demander pourquoi il a choisi ce restaurant alors qu'il y en a tant d'autres. Yu répond qu'il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est qu'il essaie de soutenir un ami. C'est alors que Wedding apparaît pour les servir. Yu lui demande alors quand elle va l'emmener à la maison. Wedding est décontenancé en entendant cela et Yu lui rappelle qu'ils peuvent aller à la maison sur le champ pour éviter les retards. Rosé voit l'interaction entre les deux et suppose qu'il se passe quelque chose entre eux. Yu se lève alors, disant à tout le monde qu'il doit partir mais qu'ils sont libres de continuer à s'amuser. Yu prend alors la main de Wedding et l'emmène, laissant Rosé conclure qu'il se passe quelque chose entre eux. Un instant plus tard, ils arrivent à l'appartement et elle montre à Yu sa chambre. Elle lui dit que le loyer n'est que de 500 yuan par mois. Yu sort immédiatement la carte de 10 000 yuan, disant à Wedding qu'il paiera plus quand il s'installera. Wedding est surprise de voir ça et elle demande à Yu pourquoi il paie autant d'argent en une seule fois. Yu répond qu'il compte rester longtemps dans l'appartement, donc cet argent n'est pas grand-chose pour lui. Wedding est contente d'entendre cela et elle prie Yu de se reposer. Debout à la fenêtre, Yu remarque que l'énergie spirituelle dans la zone est assez riche. Cela pousse Yu à commencer à méditer, mais soudain, il remarque quelque chose à l'extérieur. Il saute immédiatement par la fenêtre pour aller voir. Yu est surpris de voir le roi lion devant l'appartement. Il se demande ce que le chien fait dans le coin jusqu'à ce qu'il réalise que le chien affronte une bête spirituelle. Yu passe immédiatement à l'action et saute vers la bête spirituelle. Il donne un coup de poing à la bête spirituelle, l'affaiblissant. La bête spirituelle rugit vers Yu, mais Yu la fait taire en la frappant très fort pour l'achever. Cela vainc la bête et elle laisse un noyau spirituel que Yu consomme. Yu absorbe le pouvoir du noyau et lévite dans les airs comme un ange. Après avoir absorbé le pouvoir du noyau, il remarque que le chien se comporte bizarrement. Il se demande ce qui ne va pas avec le chien et soudain, le chien plonge dans les ordures derrière lui. Yu reste toujours confus car il ne sait pas ce qui ne va pas avec le chien. Soudain, le chien déterre une veine spirituelle, attirant l'attention de Yu. Yu est surpris de voir cela, car il ne s'attendait pas à trouver une veine spirituelle. Il réalise enfin pourquoi il y avait une bête spirituelle avec une forte énergie spirituelle dans la zone. Yu sourit en comprenant que la zone est une terre au trésor Feng Shui et qu'elle lui offre l'occasion idéale de cultiver. La première technique qu'il vise à cultiver est la technique de l'œil à 1000 lieues. Il s'assied pour méditer et absorber toute l'énergie qu'il peut. Il est impressionné par la quantité d'énergie spirituelle dans la zone qui aide la technique de l'œil à 1000 lieues à fonctionner comme il se doit. Soudain, il sent que quelque chose ne va pas du tout. Il active tous ses sens pour scanner l'appartement et c'est là qu'il aperçoit Wedding entrer dans la baignoire. Il saigne immédiatement du nez devant cette belle peau laiteuse qu'il fixe secrètement, tel un pervers fan d'anime. Le lendemain matin, Yu remarque une certaine agitation dans la maison et il sort pour vérifier. Il voit une ambulance s'éloigner et il s'approche de Wedding pour lui demander quel est le problème. Apparemment, sa mère s'est effondrée et l'ambulance qui venait de partir transportait sa mère. Yu est surpris d'entendre cela et il demande à Wedding de l'emmener voir sa mère. À l'hôpital, les médecins ont tout fait en leur pouvoir mais ont conclu que la mère de Wedding ne pouvait pas être sauvée. Apparemment, sa maladie tourne autour d'un froid interne et d'une chaleur externe, ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Les médecins estiment que même un médecin divin ne pourrait pas sauver la mère de Wedding à son stade actuel. C'est alors que Yu entre dans la pièce, disant aux médecins d'attendre avant de rendre leur conclusion finale. Wedding se précipite également vers sa mère pour prendre de ses nouvelles. Elle supplie les médecins d'aider à sauver sa mère mourante car elle est sa seule famille restante, mais les médecins lui font savoir qu'ils veulent aider, mais que la maladie de sa mère dépasse largement leurs capacités. Alors que Wedding pleure à chaudes larmes, suppliant les médecins de l'aider, Yu intervient finalement, disant aux médecins qu'il a un moyen de traiter cette maladie soi-disant rare. Les médecins se mettent immédiatement sur la défensive, demandant à Yu s'il essaie de remettre en question leurs compétences médicales. Yu les assure que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais qu'il ne fait que constater les faits.
L'un des médecins exige de savoir ce que Yu a étudié à l'université et pourquoi il est si arrogant. Yu leur dit en fait qu'il est autodidacte. L'autre médecin prend cela pour une offense, se demandant pourquoi quelqu'un d'autodidacte se montre si arrogant devant eux. Les médecins disent alors à Yu de quitter la pièce car il n'est pas le bienvenu. Yu leur rappelle alors qu'une vie humaine est en jeu et que ce ne sera pas un crime s'il essaie d'aider. Les médecins restent à délibérer entre eux sur ce qu'il faut faire. Le médecin-chef dit alors à Yu qu'il peut lui donner la permission d'essayer de traiter la femme, mais qu'il doit d'abord obtenir le consentement de la famille. De plus, tout ce qui arrivera à la femme, Yu en assumera la responsabilité. Yu accepte les conditions qui lui sont données, mais les médecins restent dubitatifs. Puisque Woodin est la seule famille de la femme, les médecins lui demandent si elle est prête à laisser Yu traiter sa mère. Woodin est en plein dilemme, mais Yu l'assure qu'il peut aider sa mère. Elle décide de faire confiance à Yu et donne son consentement. Après tout, l'état de sa mère est déjà critique et elle est prête à tout pour l'aider. Une fois qu'il a le consentement nécessaire, Yu sort un parchemin qui contient ses aiguilles. Il prend quelques aiguilles d'acupuncture et les insère au point désigné. Une fois les aiguilles en place, il commence à insuffler de l'énergie spirituelle, connectant les méridiens et régulant l'énergie spirituelle yin et yang. Cela se propage dans le système de la femme et la fait soudainement tousser du sang. Woodin attrape la main de sa mère, lui demandant si elle va bien. Quand le médecin voit ça, il dit à Yu de se préparer à la prison car il vient de mettre fin à la vie de quelqu'un. Yu est surpris d'entendre cela et demande au médecin comment il a mis fin à la vie de quelqu'un. Le médecin le saisit par l'épaule, lui disant de regarder la mère de Woodin. Juste à ce moment, la femme ouvre légèrement les yeux pour voir sa fille assise à côté d'elle. Woodin lui demande comment elle se sent et elle assure à sa fille qu'elle va beaucoup mieux. Yu fait savoir à la femme qu'elle se sentira bientôt mieux, car elle vient de terminer son traitement. Les médecins sont stupéfaits en voyant cela et commencent à demander à Yu qui il est. Yu sourit en disant au médecin qu'il n'est qu'un étudiant ordinaire. Les médecins n'ont d'autre choix que de commencer à s'excuser pour la façon dont ils l'ont traité. Yu leur fait savoir qu'il n'y a pas besoin de s'excuser, mais les exhorte à être plus attentifs la prochaine fois. Quand la femme retrouve enfin ses forces, elle demande à Woodin qui est Yu. Woodin dit à sa mère que Yu est son camarade de classe et qu'il est celui qui vient de lui sauver la vie. La mère de Woodin est ravie d'entendre cela et remercie Yu pour son aide. Puisqu'Yu vient de faire quelque chose de très important pour elle, Woodin commence à réfléchir à des façons de rembourser sa dette. Yu lui dit alors qu'il a une simple requête. Il exige qu'il retourne à la maison. Woodin est surprise d'entendre cela et se demande pourquoi il veut qu'il retourne à la maison. Elle s'imagine déjà satisfaire Yu, mais quand ils arrivent à la maison, Yu lui fait cuisiner beaucoup de plats. Il s'assied et mange tout d'un coup. Après avoir fini de manger, il pousse un grand rot pour montrer qu'il est satisfait. Woodin lui demande alors si cuisiner est le remboursement qu'il souhaite. Yu dit oui, mais Woodin ne pense pas que cela couvre ce que Yu a fait pour elle. Yu dit alors à la dame qu'il se retire dans sa chambre pour dormir. Après son départ, Woodin conclut que Yu est une bonne personne et elle commence à s'imaginer épouser Yu. Quand Yu arrive dans sa chambre, il recommence à cultiver, visant à passer au niveau suivant. C'est alors que le roi lion se précipite dans la pièce, aboyant après Yu comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Yu crie après le chien, lui demandant pourquoi il le dérange. Soudain, il réalise que le chien essaie de lui dire quelque chose. Apparemment, quelqu'un essaie de faire du mal à Joe. Dès que Yu entend cela, il s'envole immédiatement hors de la pièce, emportant le roi lion avec lui. Il se dirige vers la villa, promettant d'éliminer quiconque tenterait de nuire à la femme de son maître. À la villa, Joe a invité le maître de Feng Shui, Yi, au manoir. Apparemment, une certaine zone du manoir s'est effondrée et Yi avait déjà averti Joe que cela arriverait. Joe le remercie pour l'avertissement car il n'y a eu aucune victime grâce à cela. Il assure à Joe qu'il ne fait que son travail, ayant travaillé avec grand-père Jeanne pendant de nombreuses années. Il dit alors à Joe que la formation qu'il avait laissée dans la zone s'est brisée à cause de cela. Il fait savoir à Joe qu'il devra utiliser des moyens extraordinaires pour réorganiser la formation cette fois-ci. Joe assure à Yi que tout ce qu'il demandera lui sera fourni, tant que cela signifie sauver la vie de Jeanne. Il dit alors à Joe qu'il n'a besoin de rien de trop précieux, juste d'une goutte de sang du cœur de Joe. Joe est confuse par cela et Yi lui explique que le sang doit venir de son cœur. Cependant, il l'assure qu'il a un moyen d'extraire le sang sans chirurgie. Joe dit alors à Yi qu'elle est prête à faire ce qu'il veut tant que cela signifie sauver son père. Puisqu'elle a accepté, Yi suggère qu'ils entrent dans la maison afin qu'ils puissent extraire le sang du cœur. Après leur départ, les disciples de Yi se moquent de Joe pour sa crédulité. Ils n'arrivent pas à croire qu'il a suffi de quelques mots à leur maître pour la convaincre. Apparemment, il n'y a aucune chance qu'elle survive si on lui prend du sang du cœur. Les disciples commencent alors à réorganiser la formation de leur maître. Ils commencent le sort en imprégnant leur pouvoir dans des papiers qui sont envoyés en l'air, visant à couvrir toute la zone. Le sort est sur le point d'agir quand une tempête apparaît soudainement d'en haut, brisant leur sort. Cela les choque car ils croient d'abord que c'est une tempête naturelle. C'est alors qu'une grande épée apparaît juste au-dessus d'eux, et sur l'épée se tient le roi lion. Les disciples sont surpris de voir un chien voler sur une grande épée. À leur insu, Yu se tient à côté du chien et est en proie à une rage folle. Dès que les disciples le repèrent,
ils lancent des explosions magiques de leurs mains, visant à faire tomber Yu du ciel. Yu saisit son épée et un seul coup suffit pour détruire tout ce qu'ils essaient de faire. L'aura de l'épée se dirige vers les deux, les forçant à paniquer. Yu comprend que les deux sont responsables de la formation qui était sur la maison. Les disciples reprennent un peu de courage quand ils réalisent que Yu n'est qu'un humain normal. Ils croient qu'il ne sait faire que peur aux gens et décident de l'attaquer. Yu peut sentir leur niveau de cultivation et réalise qu'il est assez superficiel. D'après ce qu'il voit, il ne pense pas que les deux soient responsables de la formation et il conclut que quelqu'un d'autre est impliqué. Les deux mettent en place une formation d'attaque pour prendre Yu en embuscade. Ils lancent un sort pour utiliser des pouvoirs démoniaques et toute la zone est couverte d'un cercle magique démoniaque. Yu est surpris de voir qu'il y a encore des gens dans le monde moderne qui puisent dans les pouvoirs démoniaques. L'un des disciples arrive en courant à grande vitesse mais Yu le rencontre à mi-chemin avec un souffle froid. Cela projette le disciple au loin, le laissant stupéfait alors qu'il essaie de se ressaisir. Yu se précipite vers lui et le saisit par le cou, lui demandant pourquoi il utilise ses capacités pour le mal. Puisqu'il a pris le chemin du mal, Yu dit qu'il lui incombe de faire ce qui est juste. Il l'étrangle avant de le jeter au sol. Le gars lève la tête pour avertir l'autre disciple, lui disant que Yu est trop fort. Il lui suggère de s'enfuir et après avoir dit cela, il s'évanouit. Le dernier disciple sent le danger dans l'air alors que Yu marche vers lui. Il court vers le manoir en espérant prévenir son maître pour qu'il les aide. Cependant, Yu apparaît juste devant lui, surpris qu'ils aient un maître. Yu attrape le disciple par le cou, exigeant qu'il lui dise où est son maître. Le disciple commence à supplier, disant à Yu qu'il lui révélera tout ce qu'il sait. Il révèle que son maître est à l'intérieur du manoir et que c'est lui qui a ordonné de mettre en place la formation. Yu lui demande ensuite l'identité de son maître. Le disciple révèle que son maître était un grand maître du mont Longu, mais qu'il a été expulsé pour avoir agi en dehors des règles de la secte. Plus tard, le maître a fondé sa propre secte et a recruté de nombreux disciples. Après cela, il a découvert par hasard que le manoir actuel était entouré de nuages et de brumes. Il a conclu qu'il y avait un trésor en dessous. Bien que ce trésor aurait mis au moins 100 ans à faire surface, il décide d'accélérer le processus en élaborant un plan. Il a dupé Zhang pour qu'il achète le bâtiment abandonné sur le mont Yunwu et l'a transformé en villa Yunwu. Il a ensuite secrètement mis en place la formation pour absorber l'énergie des habitants de la villa, accélérant ainsi la croissance du trésor. Après avoir entendu cela, tout devient enfin clair pour Yu. Le disciple supplie Yu, lui disant qu'il lui a révélé tout ce qu'il sait. Il veut être épargné, mais Yu lui fait savoir que quiconque pratique le mal mérite de mourir. Yu lance un puissant sort de dissipation et frappe le disciple avec. L'homme perd la vie et Yu se dit qu'il est temps d'aller voir Jo car elle semble être en danger. Cependant, il réalise que son identité sera révélée s'il entre dans la pièce telle qu'elle. Yu comprend que cacher son identité est primordial. À l'intérieur de la maison, Jo se positionne confortablement et dit à l'homme qu'elle est prête pour que le processus commence. Il sort alors une dague, choquant Jo. Elle lui demande pourquoi il tient une dague alors qu'il lui avait clairement dit que le processus ne nécessiterait pas de couper la chair. Il se moque de Jo, lui disant qu'elle a été trompée. Il se précipite vers Jo avec la dague, mais Yu apparaît juste à temps pour arrêter l'homme. Yu cache apparemment son identité en portant un masque de balle qui ne couvre que la moitié de son visage. Avant que l'antagoniste ne sache ce qui se passe, il reçoit un coup de poing si violent qu'il est projeté à travers la pièce. Yu l'appelle un vieil homme sans vergogne qui essaie de faire du mal à une dame innocente. Il s'avère que Jo n'a même pas reconnu Yu, et tout cela grâce à son costume ridicule. L'antagoniste exige de connaître l'identité de Yu et pourquoi il perturbe ses plans. Il déchaîne un esprit maléfique sur Yu, mais Yu se jette sur l'esprit et le renvoie dans le royaume des esprits d'un seul coup. Il est choqué de voir cela, car c'est un esprit maléfique qu'il élève depuis 10 ans. Il est toujours stupéfait quand Yu l'atteint. À la dernière seconde, il parvient à dresser une puissante barrière qui le sauve du coup de poing de Yu. Il ordonne ensuite aux esprits maléfiques sous son commandement de se manifester. Il se vante en lui disant que ces esprits maléfiques sont son atout. Un groupe d'esprits maléfiques émerge et se précipite vers lui. Pour contrer cela, Yu déchaîne un sort qui protège son véritable esprit. Cela fait émerger des chaînes spirituelles qui attrapent les esprits agaçants qui le visaient. Les chaînes drainent la vie des esprits agaçants, laissant Yi totalement choqué. Yi commence à questionner l'identité de Yu et pourquoi celui-ci a une si forte cultivation. Yi attrape une des chaînes et se moque de Yu, lui disant qu'il est son père. Il balance la chaîne sur Yu et Yi réalise qu'il n'a aucune chance face à Yu. Il décide de battre en retraite avant d'être envoyé dans l'au-delà. Il échappe de justesse à la fureur de la chaîne en sautant par la fenêtre. Yu lui fait savoir qu'il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Yi traverse le jardin de la villa, croyant avoir échappé, jusqu'à ce que le roi lion apparaisse derrière lui. Le roi lion le jette au sol et le maintient immobilisé. Yu dit ensuite au roi lion de se débarrasser de Yi puisqu'il a essayé de s'en prendre à lui. Le chien obéit et le mord au cou, le mettant hors d'état de nuire. Yu caresse la tête du chien, le félicitant d'être un animal si intelligent. Il dit au chien qu'il doit commencer à le suivre. Juste à ce moment-là, Yu remarque que Jo et ses gardes du corps approchent de la scène. Il disparaît immédiatement avant que le groupe n'arrive. Jo et ses gardes arrivent et ne trouvent que son corps,
sans aucune trace de la personne qui lui a sauvé la vie. Elle en conclut qu'elle a été sauvée par un maître de cultivation et promet de lui offrir un cadeau si jamais elle le rencontre à nouveau. Alors qu'il s'éloigne sur l'épée géante, Yu dit au chien qu'il a perdu beaucoup d'énergie spirituelle et qu'il veut reconstituer ses forces. Yu réussit à trouver un endroit qui semble riche en énergie spirituelle. Il dit au roi lion de le protéger pendant qu'il cultive dans la zone. Il promet au roi lion de lui donner une partie de l'énergie spirituelle en récompense une fois qu'il aura fini. Juste à ce moment-là, une main étrange le tapote par derrière, et une voix lui dit qu'il ne devrait pas être dans la zone. Yu se retourne et voit deux types en costume le fixer. Yu les fixe, la colère montant en lui, et leur demande pourquoi il ne peut pas utiliser la zone. Les deux hommes mentionnent qu'ils sont les gardes du corps de Huo. Apparemment, Huo est dans la zone et il pratique actuellement sa technique de poing, donc personne n'est autorisé à le déranger. Yu regarde ce Huo et manque de mourir de dégoût en voyant la technique de poing qu'il pratique. Yu dit au type que le vieil homme ne fait que des mouvements fantaisistes. Les gardes sont furieux en entendant cela et menacent de liquider Yu, mais Huo les arrête. Un des gardes tente d'attirer l'attention de Huo sur le fait qu'il vient d'être insulté, mais il lui fait savoir qu'il en est conscient. Huo se tourne ensuite vers Yu pour confirmer s'il a vraiment dit que sa technique de poing était nulle. Yu lui fait savoir que sa technique de poing manque de certains mouvements qui ne lui permettent pas d'exercer toute sa puissance. Yu la compare à un plat sans sel, ce qui signifie qu'elle a l'air bonne mais qu'elle est nulle. Huo est furieux en entendant cela et il dit à Yu que la technique lui a été transmise par ses ancêtres. Il fait savoir à Yu qu'il ne le pardonnera pas s'il ne peut pas étayer ses calomnies avec des preuves expliquant pourquoi la technique est nulle. Yu propose alors un accord à Huo. Il lui dit qu'il l'aidera à perfectionner sa technique minable et qu'en retour, il lui laissera l'endroit. Huo déclare que Yu est un arrogant, mais il lui fait savoir que s'il peut perfectionner la technique de poing, il lui laissera l'endroit et le prendra même comme maître. Une fois qu'ils sont d'accord, Yu dit au vieil homme qu'il ne montrera la technique qu'une seule fois. Il prend position et balance son bras pour générer suffisamment de force. Une fois cela fait, il déchaîne la force sur un arbre devant lui. La force qu'il dégage est suffisante pour briser l'arbre. La mâchoire de Huo manque de se disloquer en touchant le sol et ses gardes remercient le ciel de ne pas avoir affronté Yu car il serait déjà de l'engrais. Huo considère immédiatement Yu comme son maître et s'excuse de sa précipitation. Yu lui demande ensuite s'il est prêt à céder l'espace et Huo répond oui. Huo se vante d'être un homme de parole et cède l'espace à Yu. Yu dit ensuite à Huo de prendre ses gardes et de partir car il a besoin d'intimité. Huo dit alors à ses hommes qu'il est temps de partir. Yu informe aussi le roi lion qu'il peut maintenant commencer à garder la zone pendant qu'il cultive. Pendant que Huo et ses hommes partent, Huo dit à ses gardes de découvrir tout ce qu'ils peuvent sur Yu car il aimerait en savoir plus sur lui. Pendant qu'il médite, Yu pense aux nombreuses choses qui se sont passées récemment. Il se demande pourquoi il y a tant de coïncidences dans ce qui se passe autour de lui. Les choses semblent les mêmes qu'il y a 2000 ans, et il semble y avoir des cultivateurs dans le monde moderne aussi. Yu comprend qu'il doit en apprendre davantage sur cette ère moderne. C'est alors qu'il appelle Q pour lui demander s'il y a un endroit à l'école où il pourrait obtenir plus d'informations sur il y a 2000 ans. Q mentionne qu'il y a peu d'informations à l'école mais que, par coïncidence, l'équipe de projet vient de découvrir un site archéologique, qui serait un tombeau vieux de 2000 ans. Elle dit à Yu qu'il est libre de venir avec eux s'il est intéressé. Yu accepte de venir, disant à la dame qu'il la rencontrera ce soir-là. Ce soir-là, Yu rencontre Q et le reste de l'équipe du projet sur le site archéologique. Yu remarque qu'il y a des hommes en costume avec eux et il interroge Q à ce sujet. Q révèle qu'il s'agit des gardes engagés pour les protéger. Apparemment, une équipe était déjà entrée dans le tombeau mais personne n'est revenu, c'est pourquoi ils ont engagé les gardes. Qian commence à trembler en disant qu'elle n'aurait pas dû venir sur le site. Q la regarde avec dégoût et lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi. Elle leur dit ensuite qu'il est temps de descendre dans le tombeau. En entrant dans le tombeau, ils sont surpris de sa taille à l'intérieur. Q dit à l'équipe que leur mission est de retrouver l'équipe archéologique disparue et de rapporter des trésors précieux pour que l'école puisse effectuer des recherches dessus. Alors qu'il s'enfonce dans le tombeau, Yu commence à ressentir une étrange sensation autour de lui. Q remarque qu'il agit bizarrement et elle lui demande quel est le problème. Yu prétend qu'il ne se sent qu'un peu étourdi. Il s'avère qu'il y a des hommes masqués cachés dans l'ombre. Ce sont eux qui ont éliminé la première équipe envoyée et ils prévoient de faire la même chose à Yu et son équipe. Apparemment, ils sont là pour s'emparer des trésors et ils comptent les monopoliser. Les hommes dans l'ombre lancent un tas d'aiguilles sur l'équipe mais Yu le comprend rapidement. Il avertit le reste de l'équipe et parvient à attraper les aiguilles avant que quiconque ne soit blessé. Les gardes sortent leurs armes, prêts à affronter les méchants. Kai, Qian et Rosé commencent à trembler de peur mais Q essaie de les calmer. Les gardes s'avèrent être une bande d'incapables, facilement éliminés par les méchants utilisant des aiguilles. Toute la pièce sombre dans le chaos alors que les méchants prennent l'avantage dans le combat.